À la une ce soir. On veut passer à une première ligne qui est plus accessible. Et bien sûr, ça passe avec l'entente avec la FMOQ. Plus de 500 000 nouveaux patients sont maintenant pris en charge par un médecin de famille. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les patients vont avoir plus de services? Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'il va y avoir plus de rendez-vous disponibles? Le président Trump refuse de précipiter un accord avec l'Iran en raison des primaires. They thought they were going to outweight me. We'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Match numéro 4 ce soir entre espoir et pression. Deux équipes qui essaient d'avoir une place pour la finale. Donc l'intensité, elle est là. C'est une opportunité de voir de quoi qu'on est fait. Il est 17h. Voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, Stephen Guilbeault qui quitte officiellement la politique, l'ancien ministre du Patrimoine et de l'Environnement, est en train de s'adresser à la Chambre des communes. Fait donc son discours. On va analyser tout ça un petit peu plus tard avec notre collaborateur à Ottawa, Christopher Nardi. Mais d'abord, rendons-nous directement aux abords du Centre Bell, parce que oui, c'est soir de match, les partisans sont fébriles. C'est le match numéro 4 contre la Caroline. Beaucoup de pression sur les Canadiens ce soir, Lily. Il faut dire que s'ils perdent le match, ils vont faire face à l'élimination vendredi en Caroline. Tout à fait. Le tricolore va tenter de répliquer aux Hurricanes de la Caroline pour ce match numéro 4. Le Canadien tire de l'arrière présentement et les joueurs ont parlé ce matin. Les joueurs Jake Evans et Alexandre Texier se sentent confiants malgré tout. The biggest thing for us is making the right plays at the right time. They're a team that pressures you everywhere. They feels like they're, all over the ice, and I think that's a big thing for maturity. On est conscient qu'on doit être meilleur. Chaque match, tu t'améliores, tu restes confiant. On est confiant en équipe, confiant avec notre ligne. C'est une opportunité de voir de quoi qu'on est fait. Je l'ai dit hier, on est en arrière, mais on n'est pas mort. Let's go. On n'est pas mort, les partisans sont pas morts non plus, Lily. Non, ils se laissent pas abattre par les deux dernières défaites. Écoute, je me trouve aux abords du Centre Bell, t'entends probablement l'ambiance. Il y a beaucoup de monde ici. Et j'ai 3 jeunes partisans qui sont ici avec moi. Comment qu'on se sent ce soir? Ce soir, on se sent bien. On sait qu'on va rebondir fort. On va frapper. On va tirer plus au but. Puis on sait que c'est ça la recette pour gagner ce soir. Ouais, à ce soir, on se sent confiant, je pense. Ce matin, Slap, il a dit qu'on va trouver la recette pour plus tirer au but. Je pense qu'on va l'effectuer ce soir. Je pense qu'on va plus tirer. Il y a des chances de marquer. Et on va gagner, je pense. Je suis confiant. Est-ce que vous avez espoir que le Canadien va aller puiser de l'énergie dans sa banque d'énergie pour vaincre les Hurricanes ce soir? Je pense que c'est pas un problème depuis le début. On a gagné 2 séries en 7. On peut la gagner en 7, celle-là. Ouais. On a du jus. Tant qu'on y croit et tant qu'on met les efforts pour y aller, on va aller la chercher. Ouais. On a une équipe jeune. On a le jus, je pense, pour gagner. On va être capable. Exactement. Ouais. C'est ce qui ressort, en fait, des commentaires des partisans que j'ai croisés plus tôt ici aux abords du Centre Bell. Ben, je pense que les Canadiens ont la portée. Ouais. Oui, par un match de 6-2. 6-2, oui. Qu'est-ce que tu penses? Go Habs, go! Est-ce que vous pensez que le Canadien a toujours de l'énergie à puiser pour vaincre les Hurricanes cette fois-ci? Ça peut être difficile. Ils ont joué beaucoup plus de matchs, moins de repos, mais ils sont jeunes. La jeunesse peut régler bien des choses. Et on se sent fébrile à l'approche du match de ce soir, puis je pense qu'on va remporter cette victoire-là. J'ai confiance en eux autres. J'ai amené une petite patte de lièvre. On va gagner, on est là. Ah oui? Oui. On leur souhaite évidemment une victoire, surtout que ce soir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du gardien de but Jacob Debest, qui a 25 ans. Donc, je le rappelle, le match commence à 20h ce soir. Parfait, Lily. On te retrouve à 22h. Merci. Bon match. Maintenant, il y a plus de 500 000 patients supplémentaires qui sont inscrits auprès d'un médecin de famille ou encore d'un groupe de médecins. C'était l'un des objectifs, rappelez-vous, fixés dans l'entente conclue en décembre dernier entre les omnipraticiens et le gouvernement. Donc, Laurence, est-ce que ça veut dire que ces patients-là pourront consulter plus rapidement?
Oui, bon, on peut effectivement se poser la question là, parce qu'on se le demande là, si le réseau a la capacité d'absorber tous ces nouveaux patients-là là, soudainement, parce qu'effectivement, c'est plus de 556 000, là, plus exactement, patients qui sont ajoutés aux listes des médecins, dont 220 000 patients qui sont jugés comme vulnérables. Alors, concernant là, la vitesse d'accès à un médecin, bien, selon la FMOQ et le gouvernement, bien, ça va vraiment être du cas par cas. Là. Ça va dépendre des besoins de chaque patient. Maintenant, il faut préciser quand même certaines choses. D'abord, la majorité de ces patients sont inscrits auprès d'un GMF et non auprès d'un médecin de famille en tant que tel. Mais on assure qu'il y a des ressources suffisantes qui vont être déployées là, dans ces GMF. Il y aura une réorganisation aussi pour être en mesure d'offrir plus de rendez-vous. Aussi, il faut le rappeler, là, cet ajout de patients, il vient avec une enveloppe de 75 millions de dollars là, de la part du gouvernement pour faciliter là, justement cette prise en charge. L'objectif était ambitieux, 500 000 patients, dont 180 000 vulnérables. Mais on peut dire ce matin, mission accomplie. On veut passer à une première ligne qui est plus accessible. Et bien sûr, ça passe avec l'entente avec la FMOQ, avec l'accès à un médecin de famille qui est tellement important, mais aussi avec l'accès aux autres professionnels. Depuis le début, c'était clair que les médecins inscriraient 500 000 patients pour obtenir l'argent additionnel que le gouvernement leur donne. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les patients vont avoir plus de services? C'est pas 500 000 rendez-vous, c'est pas 500 000 patients qui vont être vus, c'est 500 000 lettres qui ont été envoyées. Je pourrais en discuter un petit peu plus tard avec le docteur Bruno Eppel. Maintenant, un autre sujet, Laurence, protecteur du citoyen qui estime que les méthodes d'intervention dans les prisons provinciales ne sont pas adaptées aux personnes vulnérables. Oui, tout à fait. Quand on parle de personnes vulnérables, on parle de personnes avec des troubles de santé mentale, déficience intellectuelle, problèmes de consommation aussi. Et selon ce rapport là, déposé aujourd'hui, les interventions coercitives, là, comme l'isolement prolongé, l'utilisation de menottes, de poivre de Cayenne, par exemple, sont surutilisées sur ces personnes. Et c'est pas l'idéal parce qu'au lieu de régler le problème, eh bien souvent, ça exacerbe la désorganisation de ces personnes. Alors, le protecteur du citoyen propose là, d'adopter des interventions davantage psychosociales et il formule 17 recommandations au gouvernement. Nos constats mettent en évidence la nécessité d'humaniser la culture d'intervention. Des moyens alternatifs à la coercition doivent être mis de l'avant pour prendre en considération l'humain, ses besoins, son vécu et ses vulnérabilités. On sait qu'on parle d'environ 40 personnes sur 3000 détenus, mais quand même, on prend ça au sérieux, on va regarder ça. Et en terminant, il y a le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui a confirmé qu'il allait se présenter aux prochaines élections dans la circonscription de Bellechasse. Et il se défend là, de s'être parachuté dans cette circonscription-là parce que, selon lui, le rôle d'un chef, c'est beaucoup plus large que de défendre les intérêts d'une seule circonscription. Et il dit aussi qu'il y a plusieurs autres chefs avant lui qui l'ont déjà fait, aussi se présenter pas dans leur circonscription. Ça s'est déjà vu. Merci, Laurence. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. Agression violente impliquant une dizaine de jeunes qui passent à tabac un adolescent de 15 ans. Coups de poing, coups de pied, bâton télescopique utilisé. Cette scène-là s'est passée à Brossard le 18 avril dernier et on apprend que le service de police de l'agglomération de Longueuil a procédé à l'arrestation de 13 mineurs et une douzaine de perquisitions. En studio avec moi, l'inspecteur Gino Yannon. Bonsoir, M. Yannon. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, la première question que je veux vous poser, comment va la victime dans cette affaire-là? Fort heureusement, aujourd'hui, elle va mieux. Okay. Elle va mieux. Par contre, lors des événements, elle a dû être transportée en centre hospitalier pour de sérieuses blessures à la tête et à différents endroits au niveau du corps. La vidéo parle d'elle-même sur l'ampleur de la violence dont elle a été victime. Qu'est-ce qui a mené à ces arrestations-là? Parlez-moi de l'enquête qui a mené à tout ça. Bien, écoutez, c'est un travail qui a débuté par un appel 911, naturellement, et fort heureusement qu'il y a eu une dénonciation citoyenne. Donc, il y a quelqu'un qui a vu ce qui se passait, fait appel au 911. Nos patrouilleurs se déplacent sur les lieux. Naturellement, les jeunes et les personnes impliquées s'enfuient. Nos policiers patrouilleurs ont réussi à localiser quelques-uns de ces jeunes-là et c'est de là que débute le travail d'enquête. On a une victime qui n'a pas pu parler sur l'immédiat parce qu'elle a été transportée à l'hôpital. On recueille des noms, des versions, et là, bien sûr, le flambeau est transmis à nos unités d'enquête. Et c'est de là que notre unité des crimes majeurs a pris le flambeau et a commencé à mettre en place, avec leurs collègues aux enquêtes, le projet Connexion pour prioriser cette enquête et traduire rapidement les auteurs de ce délit devant les tribunaux. Ouais.
on parle quand même de mineurs, des jeunes âgés de 15-16 ans. C'est quand même très jeune. Ils vont faire face à des accusations quand même graves, là. Tout à fait. On a des accusations de voies de fait, d'agression armée et de complicité. OK. Complicité, quand vous parlez de complicité, quand on revoit la scène, on comprend qu'il y a des jeunes qui filment, donc ils ne sont pas impliqués directement dans la bataille, mais est-ce qu'ils peuvent faire, eux aussi, face à des accusations? Oui, tout à fait. Puis ça, je pense que c'est méconnu du public. Le fait d'être passif, le fait d'encourager, le fait de ne pas appeler les services d'urgence lorsqu'il y a une situation qui se passe devant nous peut constituer un acte de complicité. Et on peut le voir dans la vidéo, on entend clairement des jeunes rire, des jeunes filmer, on a différents angles de vue. Donc, il y a plusieurs personnes qui, au lieu d'appeler les services d'urgence, filment et il y a une espèce de valorisation de violence qui s'effectue qui est complètement inappropriée. Vous faites davantage et depuis plusieurs années de la prévention auprès des jeunes et pourtant la violence semble monter en flèche. Là, vous faites de la répression. Quel message vous l'envoyez? Écoutez, les arrestations de ce matin parlent en elles-mêmes. C'est qu'à un moment donné, la ligne, lorsqu'elle est traversée, lorsqu'il y a des gestes d'une violence extrême qui sont posés, on n'a pas le choix, les services policiers. Ça fait partie de notre mission de tomber en mode répression. Ça ne fait pas en sorte qu'on oublie la prévention et la sensibilisation. D'ailleurs, nos perquisitions et arrestations de ce matin se sont effectuées avec la collaboration de nos unités de relations avec la communauté. Donc, les parents ont été rencontrés et les jeunes ont aussi reçu des services sociaux pour leur donner des trajectoires et essayer de les aider malgré le cheminement judiciaire dans lequel ils vont faire face. C'est inquiétant quand on voit ça comme parent. Moi, je suis moi-même parent d'adolescents. Est-ce qu'il y a des signes, quelque chose à surveiller pour éviter que nos jeunes soient impliqués dans ce genre d'événements-là? Écoutez, je suis parent de 3 adolescents également. Je vous comprends tellement. Merci. Je vous comprends. Mais c'est d'avoir des liens proches de nos enfants. On le dit souvent, il y a une distanciation qui s'installe de plus en plus avec l'arrivée des appareils électroniques, des réseaux sociaux. Est-ce que les parents sont réellement au courant de ce que font leurs enfants? Est-ce que... Je vous dirais qu'en plus, avec les arrestations qu'on a fait ce matin, on a rencontré la plupart des parents et certains n'avaient aucune idée des fréquentations et des endroits où leurs jeunes traînent. C'est préoccupant. Ben oui, puis quand on sait qu'il y a beaucoup de recrutement qui se fait sur les réseaux sociaux, il faut avoir tout ça à l'œil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir, merci. Maintenant, je vous parle d'un accident qui a fait un mort ce matin sur la rue Hochelaga, dans l'est de Montréal. Le conducteur de 49 ans qui aurait circulé à haute vitesse au volant d'une voiture volée. Il aurait omis de faire son arrêt obligatoire au coin de la rue Bossuet avant de frapper un autre véhicule et terminer sa course contre un édifice à logement. Une histoire maintenant touchante. Un policier de Montréal qui a perdu son père pompier emporté en seulement 17 jours par un cancer très rare. Et en fin de semaine, il va relever un défi à vélo en son honneur. L'objectif, c'est financer la recherche pour trouver un traitement pour cette maladie encore incurable. Reportage Lila Mouche. Mon père, ça a tout le temps été quelqu'un qui était là pour nous autres, pour mon frère, ses petits-enfants. Pour ma mère, il a tout le temps été là. Il nous a tout le temps aidés, il nous a tout le temps encouragés, tout le temps la mentalité du gagnant. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Dans son travail de pompier, sauver des vies. Dans mon métier de policier, moi, j'en sauve. Je me suis dit, dans la maladie, on va s'organiser pour en sauver ensemble. Il n'a pas pu faire le combat. Moi, j'ai décidé de le faire à sa place. Puis je me suis dit, je vais tout donner là-dedans pour ramasser des fonds. Jonathan Bertium a perdu son père, Sylvain Bertium, en juillet dernier d'un cancer, le cholangiocarcinome. Un cancer rare puisque seulement 2000 personnes seraient atteintes au Canada et à peine 250 au Québec. Bien, le cholangiocarcinome ou le cancer des voies biliaires, c'est un cancer qui se développe dans les canaux biliaires. Le symptôme le plus commun, c'est la jaunisse. Comme tout cancer, l'apparition est très sournoise. Tout dépend du moment où le diagnostic est fait. Puis malheureusement, dans le cas du père de Jonathan, le cancer au moment du diagnostic était avancé et les choses sont allées très vite. Mais ça reste un cancer, donc présentation tardive, option de traitement limitée. Donc, le taux de mortalité est assez élevé. Sylvain Bertium était un pompier de 20 ans de carrière, originaire de Montérégie. Et son fils, non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi pour aider le CHUM à trouver un traitement, se lance dans un défi à vélo et il ira parcourir 200 km ce 30 mai. Comment tu vas la commencer, cette journée du 30 mai, là, tu sais? Pas trop fort. Pas trop fort parce qu'on veut se rendre jusqu'à la fin. Ouais. Donc, on s'est préparé en conséquence. J'imagine que ça va être bien émotif tant au départ qu'à l'arrivée. J'arrive sur place au parc Jeanne-Mance dès 6h30 le matin du samedi 30 mai. Pour arriver en Montérégie, vers quelle heure?
entre 14h30 et 15h30. Ça va dépendre des conditions, des arrêts, de ce qui peut se passer, qu'on n'a pas de contrôle. Là. Comment ça va pour la collecte de fonds? Ça va bien. Oui, il faut continuer nos efforts de sensibilisation. Puis c'est pour ça que la levée de fonds, elle se poursuit même après le 200 km. En même temps, mais ça va permettre aux familles et aux patients d'avoir la chance d'avoir un premier traitement, la chance que mon père n'a pas eu. Qu'est-ce que tu penses que ton père te dirait de ce que tu fais? Mon père, avant, dans les dernières discussions que j'ai eues avec lui, il m'a répété sans cesse comment il était fier de moi. J'espère que toute cette aventure-là va m'apporter la résilience nécessaire puis va permettre en même temps d'avoir fait ce projet-là en son honneur, mais aussi pour aider du monde. Parce que c'est ce que mon père il voudrait, c'est ce qu'on aide les autres, c'est ce que je fais dans mon métier, c'est ce qu'il a fait lui toute sa vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je pourrais lui faire. La levée de fonds s'intitule « Un pompier, un policier, un même combat pour une vie ». Et c'est ça, le projet de Jonathan. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Montréal se dote d'un budget de 30 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance. C'est 20 millions de plus que l'année dernière. Ça va permettre d'instaurer une cellule de crise pour accélérer les décisions sur les campements. Une bonne partie des sommes va aussi servir aux arrondissements et aux organismes communautaires sur le terrain. Là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'en vue de ce qu'on voit sur le terrain actuellement, puis l'augmentation des campements, l'augmentation du fait que le 1er mai est passé, le 1er juin s'en vient, le 1er juillet s'en vient. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter que ça dérape, puis on veut s'assurer d'une meilleure gestion des campements, tout le monde ensemble. Je vous parle maintenant du bassiste des Cowboys fringants qui a plus d'une corde à son arc, Jérôme Duprat, qui vient d'être nommé scientifique en chef du Québec. Son rôle, ça va être de conseiller les membres du Conseil des ministres sur toutes les questions scientifiques qui pourraient éclairer les politiques publiques. Le musicien, qui est aussi professeur en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais, va remplacer Rémi Quirillon, qui est en poste depuis 2011. Fuite de données, délais et conflits d'intérêts, les controverses autour du Trump Mobile s'accumulent. Les premiers exemplaires sont arrivés cette semaine dans les mains de seulement 2 médias américains. Et il y a quelques problèmes. Bon, déjà, ça fait près d'1 an que ça a été annoncé par Eric Trump, le fils de Donald Trump. On parle d'un téléphone Android à 500 $ américains qui vient avec un forfait de 47 $ américains par mois. Et pour les milliers de personnes qui ont précommandé le téléphone, une faille de sécurité importante aurait été découverte sur le site web. 2 grandes personnalités du web américain ont affirmé avoir reçu des courriels avec leurs informations personnelles. I am one of those customers whose mailing address, email address, everything short of credit card number is being leaked. Le média TechCrunch a fait un suivi et un porte-parole de la compagnie a confirmé que la fuite de données était sous investigation. L'ancienne procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, souffre d'un cancer de la thyroïde. L'Américaine de 60 ans a confié à CNN avoir reçu ce diagnostic après avoir été congédiée du département de la justice. Elle était très critiquée pour sa gestion de l'affaire Epstein. C'est Xavier qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Coralie qui est à Trois-Rivières, mais je commence avec toi, Marc-Antoine, en Estrie. Les tiques qui gagnent du terrain avec le réchauffement climatique, on sait, mais là, ils ont commencé à faire leur apparition dans des régions qui étaient épargnées jusqu'ici. Oui, complètement, même si l'Estrie demeure l'épicentre des tiques, de la présence des tiques au Québec. Les chercheurs observent la présence, donc les tiques qui commencent finalement à se déplacer vers le sud de la province. Donc oui, en Estrie, mais aussi en Montérégie. Montréal n'y échappe pas. On en a trouvé une dernièrement sur la rive nord de Montréal et elle se déplace tranquillement vers la ville de Québec. Il y a une dizaine d'années, Marie-Christine, les tiques survivaient difficilement à nos hivers. Aujourd'hui, avec les changements climatiques et les températures plus douces, eh bien, elles réussissent à passer la saison froide. Et dans la dernière année, on a trouvé des tiques même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, entre autres parce qu'elles se déplacent à l'aide des oiseaux et des chevreuils. Et à l'Université Bishop, les chercheurs qui gèrent la plateforme E-TIC analysent les tiques signalées par la population. Plus de 25 000 spécimens ont été étudiés dans la dernière année. C'est inquiétant parce que ça veut dire qu'à chaque année, on a des gens qui vont être exposés à leur première tique.
des gens pour qui c'est pas vraiment quelque chose auquel ils pensent et qui ne sont pas vraiment familiers avec la maladie de Lyme. C'est vraiment à changer nos habitudes de vie, à nous adapter. On se protège les vêtements des manches longues et puis ensuite en rentrant à la maison, on surveille. Les chercheurs rappellent l'importance de vérifier son corps après une sortie à l'extérieur. Merci Marc-Antoine. Coralie, maintenant, l'heure était au nettoyage après le déraillement de train survenu hier à Shawinigan. La circulation a pu être reprise le mercredi ce matin, alors que déraillement de train a eu lieu hier aux alentours de midi sur un pont de la route 153 à Shawinigan. L'événement a entraîné plusieurs répercussions, notamment la fermeture complète de la route, mais heureusement, personne n'a été blessé. Le train a été en arrêt sur le viaduc toute la nuit dernière et c'est seulement ce matin que la voie ferrée a été dégagée. Les wagons ont été remorqués par l'entreprise ferroviaire Québec-Gatineau. On parle ici de 2 wagons qui d'abord auraient perdu leur roue et l'incident aurait par la suite occasionné le déraillement de 15 autres wagons et les wagons étaient vides alors aucun déversement n'a eu lieu et selon l'entreprise, la population n'a jamais été en danger. Il est trop tôt évidemment là, pour connaître les raisons et les causes derrière l'incident survenu et une enquête sera probablement nécessaire. La route 153 a été rouverte vers 8h40 ce matin, entièrement entre l'autoroute 55 et le carrefour giratoire. Par contre, il y a une voie qui va demeurer fermée, mais de façon très localisée sous le pont d'étagement où circule le train. À cet endroit-là, il y a quand même 4 voies, donc 2 dans chaque direction, donc ça aura très peu d'impact. Bien, il y a un inspecteur de voie, premièrement, qui inspecte la voie au moins une fois par semaine à cet endroit, que la géométrie de la voie était passée. Est-ce qu'ils ont vérifié le rail, ont testé le rail? La circulation a pu reprendre progressivement aujourd'hui, mais les autorités demandent tout de même aux automobilistes de rester prudents dans la zone. Merci, Coralie. Maintenant, Xavier, il y a un joueur des Saguenay qui est suspendu pour le reste de la Coupe Memorial après un geste dangereux? Effectivement, le défenseur Jordan Tourigny ne participera pas au reste du tournoi. Le 49 des Sags a mardi soir asséné un coup de patin à son adversaire des Rangers de Kitchener lors d'une bataille là, sur le long de la rampe pour la rondelle. À première vue, il semble viser la palette du joueur, mais c'est bel et bien le patin qui a été touché par Tourigny. Et ça, c'est un geste qu'on n'aime pas voir au hockey, un geste dangereux, selon nos chroniqueurs. Écoute, le coup de patin, effectivement, c'est un coup de patin. Le monde, écoute, sur les réseaux sociaux, puis Yannick Jean, il a fait son travail, il a défendu son joueur qui, probablement, qui visait le bâton, mais éventuellement, il visait pas le bâton. C'était le patin, puis je pense qu'un des arbitres ont collé ce qu'il y avait à cause. Mais je comprends pas. Tu sais, un coup, puis même là, s'il vise la palette, là, c'est une punition. Tu peux pas faire ça. Jordan Tourigny a été visé par des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. La LHJMQ a d'ailleurs dénoncé ses comportements et à son tour, Tourigny s'est adressé sur la situation en disant qu'il était navré de son geste et de ne pas pouvoir participer au restant du tournoi. Et Tourigny n'a jamais été sanctionné ni suspendu par la Ligue et a même été capitaine des Cataractes de Shawinigan pendant 2 saisons. Merci beaucoup. Merci. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. À Ottawa, Stephen Guilbeault annonce officiellement son départ de la vie politique. Ça chauffe pour Christine Fréchette, la première ministre cuisinée à l'étude sur les crédits budgétaires. Et on sera au lancement de l'émission la plus épeurante de la programmation de Crave avec Alex Perron. Mais d'abord, on le sait, ça peut être très difficile d'avoir accès à un médecin de famille. Et quand on en a un, ça peut être long avant d'avoir un rendez-vous. Le ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui que plus de 500 000 nouveaux patients sont désormais suivis par un médecin de famille ou encore un GMF. Avec moi pour analyser tout ça et faire le point, le docteur Benoît Eppel, médecin de famille. Bonsoir, M. Eppel. Bonsoir. D'abord, c'est une bonne nouvelle quand même pour ces nouveaux patients, on va le dire. C'est un pas dans la bonne direction, là. Oui, je pense que vous le dites bien, c'est un pas dans la nouvelle direction. C'est pas toute la marche qu'on a besoin de faire, mais c'est un pas parmi d'autres. Évidemment, c'est pas une finalité. Je pense que c'est une première étape dans l'augmentation de l'accès. Mais c'est en soi une bonne nouvelle qu'avec l'automne épouvantable qu'on a vécu, que les médecins de famille aient levé
la main en disant, ben regarde, on est prêt à en faire plus. On est capable de se réorganiser, d'essayer de travailler autrement puis d'en faire plus. Je pense que c'est une bonne nouvelle, un beau point de départ pour aller là où on veut, c'est-à-dire offrir plus de services. Les oppositions ont quand même réagi assez rapidement. Merci. Là. Ils disent que ce n'est pas une véritable prise en charge de patients. Est-ce que c'est le cas? Bien, en fait, c'est un début. Sur les 550 000, il y en a un certain nombre qui, eux, ont reçu une lettre pour dire votre médecin de famille, ça sera docteur un tel. Eux, c'est correct, ils ont un médecin de famille. Il y en a plein qui vont être pris en charge collectivement. Donc, eux, ils ont reçu une lettre en disant vous allez être associé à telle clinique, à tel GMF. Évidemment, ces gens-là devront appeler au CAP pour avoir un rendez-vous. Mais la consigne de la FMOQ auprès de ses membres, c'est quand vous voyez des patients inscrits collectifs. Peut-être que certains ne sont pas très malades, vous allez les voir une fois, ils vont rappeler dans 3 ans, mais c'est correct qu'ils restent collectifs. Mais les plus malades d'entre eux qu'on a inscrits collectivement dans ce court laps de temps, bien, suivez-les donc. Inscrivez-les personnellement. Tu sais, quand on envoie des fois dans nos cliniques là, des orphelins collectifs ou des orphelins purs, ils sont vraiment malades, là, de la santé mentale, des maladies chroniques, ça, des pets de pelules, des gros dossiers, ils ont besoin d'un suivi. Donc, ceux-là, graduellement, les plus vulnérables seront inscrits à un médecin de famille et puis eux autres, bien, ça va augmenter leur accès, évidemment. Mais ça, c'est avec le temps. C'est les prochains mois, les prochaines années. Bien, parce que dans le fond, je disais qu'il y a quoi, un peu plus de 200 000 patients vulnérables qui font partie des 555 000. Mais les médecins ont quoi jusqu'à 1 an pour offrir un premier rendez-vous de prise en charge? C'est pas un peu long, ça, 1 an? En fait, le 1 an, il faut faire attention, c'est quand un médecin décide de prendre des patients à lui. Moi, par exemple, j'ai pris 130 patients. Donc, ces patients-là sont à moi. J'ai 1 an pour les voir et pour les vulnérables et 3 ans pour les non-vulnérables. Donc, mais c'est long, mais c'est pas un maximum. Si le patient a besoin, ce patient-là, il peut appeler demain matin, là. Donc, on n'est pas obligé d'attendre 1 an. C'est juste qu'après 1 an, il retourne sur le guichet, donc le médecin doit les avoir vus. Mais celui qui a un besoin, il appelle avant puis il est vu. Bon, bien, on va souhaiter que les rendez-vous se donnent rapidement et facilement pour tous ces nouveaux patients. Docteur Eppel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Grand plaisir. Après presque 7 années à servir en tant que député de la magnifique circonscription de Laurier-Sainte-Marie, il est maintenant temps pour moi de trouver de nouvelles tribunes pour poursuivre le travail de ma vie. On vient d'entendre Stephen Guilbeault qui s'adressait à la Chambre des communes en toute fin d'après-midi. Il annonce son départ de la vie politique. Tout de suite, je retrouve notre collaborateur à Ottawa, Christopher Nardi. Bonsoir. Bon, bonsoir, Marie-Christine. D'abord, qu'est-ce que tu retiens de son allocution? Bien, c'était une allocution émotive. Il était au bord des larmes, en fait. Il était très conciliateur. Il regardait son passage en politique de près d'une décennie très positivement, en disant qu'il était très content de son bilan. Il en a même profité pour recritiquer une ancienne décision du gouvernement Trudeau de procurer le pipeline Trans Mountain dans l'ouest du Canada. Mais autrement, n'a pas été très sévère envers M. Carney, qu'il quitte évidemment car il est en désaccord avec les décisions que M. Carney prend sur le plan environnemental et énergétique. Mais généralement, visiblement, il était là pour partir d'un bon pied très positif. Il a salué ses collègues. C'était très bref aussi. Et bien maintenant, on sait qu'il quittera donc son siège quelque part dans l'été, ce qui laisse beaucoup de temps pour le gouvernement de préparer une partielle. Donc, il ne veut pas partir, on comprend, avec fracas. Quel bilan peut-on faire du passage de M. Guilbeault à l'environnement, mais plus largement en politique? Donc, ça dépend, c'est sûr, à qui on le demande. Et si on demande à la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, c'était l'homme le plus critiquable d'Ottawa. Mais généralement, les environnementalistes particulièrement sont très fiers de son travail. Il était un ministre controversé, on va se le dire. Il portait beaucoup le fardeau et les péchés du gouvernement lorsque venaient les critiques qu'il c'était un gouvernement libéral trop environnementaliste ou anti-développement. Une critique, d'ailleurs, que M. Guilbeault a réfuté aujourd'hui en disant « Je ne suis pas anti-développement, mais je suis pro-développement vert et des développements qui font du sens. » Mais c'est sûr qu'il a porté essentiellement beaucoup des politiques environnementales du gouvernement Trudeau, les mêmes politiques qu'on voit maintenant le gouvernement Carney défaire tranquillement. Visiblement, c'est ce qui a mené à son départ. Bien, justement, M. Carney qui s'est exprimé un peu plus tôt aujourd'hui sur le départ de M. Guilbeault, on va l'écouter. Mais c'est sa décision et c'est normal. Il y a des députés dans le Parlement de tous les partis, M. Boulris, par exemple, de MPD, qui prend des décisions pour diverses raisons.
Bon, dis-moi, il veut relativiser la situation, amoindrir un peu le départ? Oui. C'est exactement ça. Et en fait, il n'y a personne qui veut se lancer des tomates dans ce départ. Tout le monde est encore amis, disent-ils. Ils se quittent. C'est essentiellement un couple qui se casse, mais qui veut rester amis, essentiellement. On a changé les deux. Exactement. On va rester amis, mais c'est sûr qu'à voir la prochaine position que prend M. Guilbeault, si c'est dans un organisme environnemental comme un retour dans quelque chose comme équitable, bien, c'est sûr qu'il va critiquer le gouvernement. Tout ça pour dire que, visiblement, aujourd'hui, tout le monde veut rester amis. Et le fait que M. Guilbeault quitte quelque part cet été donne beaucoup de temps aux libéraux pour trouver son remplaçant dans Laurier-Sainte-Marie. Et ce sera une autre partielle à observer de proche. Merci, Christopher. Salut Alain. Salut Marie-Christine. On en parlait hier. Ça vient d'être confirmé par lui-même, principal intéressé, que tu connais personnellement. Là. Oui, Stephen Guilbeault. On restait dans le même édifice à Gatineau lorsque je siégeais à Ottawa. On allait même courir des fois au gym le matin avant de commencer la journée. C'est quelqu'un, je pense, que personne ne remet en question ses convictions. C'est un militant, je dirais même un activiste écologique. Mais pourquoi il est resté aussi longtemps? Je pense qu'il souhaitait, jusqu'à la toute fin, essayer d'influencer le gouvernement. Puis il est arrivé à la conclusion que c'était impossible pour lui avec toutes les annonces que Mark Carney avait faites pour tenter de rallier l'Alberta, la première ministre Danielle Smith, à la cause fédérale. On le sait, là, il y a un référendum qui s'en vient. Donc, je pense que pour Stephen Guilbeault, ça allait contre complètement toutes ses valeurs. Il était rendu, mais c'est quelque chose qui est quand même une grosse décision pour lui, parce qu'il aurait pu décider de faire la plante verte, rester au Parlement canadien comme député. Ouais, plante verte, environnement. Je trouve que l'expression est quand même pas si mal choisie. Mais tu sais, il aurait pu rester là, faire son travail de député, ramasser son salaire de plus de 200 000 $ puis avoir sa prime de séparation de l'équivalent d'une année de salaire à la toute fin. Mais là, je pense qu'il était rendu au bout du rouleau. Il voulait regarder en avant et il a voulu, comme l'a bien expliqué Christopher Nardi, essayer de bien faire sa séparation. Mais c'est quelque chose de gros là, pour le gouvernement parce que sa majorité est faible. Ben oui. Il y a une autre élection partielle en Colombie-Britannique qui s'en vient, une autre en Ontario, un député qui veut essayer la chefferie du Parti libéral de l'Ontario au provincial. Donc, on parle de 3 partiels. Et il y a les autres députés qui ont écrit une lettre à Mark Carney pour dire on est insatisfait de nos mesures environnementales. Donc, la majorité de Mark Carney pourrait changer. Mais Stephen Guilbeault, tu sais pas par hasard qu'est-ce qu'il s'en va faire prochainement? Tu n'as pas essayé de le savoir? Non, sincèrement, j'ai écrit un petit mot en toute honnêteté ce matin, me disait que ça va être une grosse journée. Moi, je l'ai vécu lorsque j'ai quitté le Parti conservateur. C'est des journées qui sont très émotives. On veut essayer de bien faire les choses. Puis je salue le gouvernement de Mark Carney qui ont remercié pour son service au pays puis pour ses citoyens. Ils avaient intérêt aussi à être bons joueurs avec lui. Là. Alain, maintenant, je veux qu'on revienne en politique provinciale parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été une journée très, très facile pour la première ministre Christine Fréchette. Ma question, c'est est-ce que le 1er janvier, votre gouvernement, à travers les mesures caquistes qui ont été présentées, allait augmenter la taxe sur les produits d'assurance? Donc, il faudrait voir à laquelle exactement on fait référence, là. Parce que là, vous arrivez avec des mesures pour dire on va en redonner aux Québécois. Mais le 1er janvier, vous arrivez avec des mesures qui vont aller repiger dans les poches des Québécois après l'élection, comme par hasard. J'étais pas nécessairement au fait du détail de cette augmentation-là. On est presque mal à l'aise quand on écoute ça parce qu'on se dit, est-ce qu'elle l'a échappé, là? Elle l'a échappé, mais pas juste elle, son entourage l'a échappé. Et là, je rajouterais son ministre des Finances, Éric Girard, qui lui a fait la leçon en lui envoyant un courriel le 2 mai pour lui dire « Vous dépensez trop ». Lui, il était tout à fait au courant qu'à partir du 1er janvier, la taxe au niveau des assurances allait augmenter d'1 % allait donner 300 millions de plus dans les coffres du gouvernement, alors qu'elle vient d'enlever un 100 millions des poches des contribuables. Mais moi, je veux juste dire quelque chose que pas grand monde n'a vu. Elle est allée dire, pas longtemps après, que le 300 millions, c'était 39 $ par famille que ça représentait, alors que le 100 millions d'économies représentait 50 $ par famille. Donc, finalement, fais le calcul. Ça veut dire qu'elle a de la difficulté à calculer. Moi, je me rassoirais devant ma calculatrice avant de retourner à l'Assemblée nationale demain. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. À demain.
Maintenant, la guerre au Moyen-Orient, le président Trump a martelé à plusieurs reprises. On le sait qu'il souhaitait qu'un accord survienne rapidement avec l'Iran. Mais là, en pleine rencontre avec son cabinet aujourd'hui, Sabrina, le président, qui soutient qu'il ne veut pas bousculer les choses pour en arriver à une entente. Voilà, il souhaite arriver à un accord parfait. Ce n'est pas le cas. Il a menacé, encore une fois, d'anéantir l'Iran. Alors, les propos de Trump, quand même surviennent alors qu'un peu plus tôt aujourd'hui, sur la télévision iranienne, on disait qu'il y avait un protocole d'accord provisoire qui était actuellement en négociation, que ça incluait la levée du blocus des Américains. Mais là, la Maison-Blanche a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui que tout ça, c'était de la pure invention. Et pendant sa réunion donc avec son cabinet, ce qu'on voit actuellement, il a dit que les Iraniens n'ont plus de leadership, plus d'avions, plus de marine. Et Donald Trump, comme je vous le disais, soutient qu'il ne souhaite pas précipiter les choses pour arriver à une entente. On l'écoute. They're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. Bon, malgré toutes ces informations qui semblent un peu contradictoires aujourd'hui, les États-Unis sont toujours confiants en fait d'aboutir à une entente. On écoute Marco Rubio. An agreement to be made. We want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made. Et maintenant, Sabrina, concernant le fameux détroit d'Ormuz, l'Iran et Oman négocient pour trouver un mécanisme pour le gérer. Ben oui, et là, il y a même le secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale iranien qui a dit que les conditions de passage dans le détroit d'Ormuz ne reviendront plus jamais comme avant, en fait, le début du conflit en Iran. Aujourd'hui, quand même, il y a plus d'une centaine de bateaux qui ont été redirigés dans le détroit en raison du blocus américain des ports iraniens. Et Donald Trump a réagi aujourd'hui en disant que personne ne doit contrôler le détroit d'Ormuz. The strait's going to be open to everybody. And who would control it? International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Bon, et je termine en parlant du prix de l'essence, parce qu'on sait qu'en raison du conflit dans le détroit d'Ormuz, le prix de l'essence a gonflé autant ici au Canada que d'ailleurs aux États-Unis. On a demandé justement au président américain Donald Trump si l'essence allait redescendre bientôt et s'il était pressé en fait de régler la situation dans le détroit d'Ormuz. Et ce qu'il a dit, c'est que lui, l'urgence, la première, en fait, c'est que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Et il a dit, vous allez voir, là, à un moment donné, ça va se régler, puis l'essence va finir par rebaisser. Mais c'est sûr que si on dit ça aux citoyens américains et même aux citoyens canadiens, on se dit à un certain moment, on a quand même bien hâte que l'essence... Oui, c'est ça, exactement. Sabrina, merci. Est-ce que les Canadiens seront en mesure d'offrir une victoire à son gardien pour ses 25 ans? On discute de tout ça avec les collègues du 5 à 7 un peu plus tard. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, on te retrouve en direct du Osgang Plaza à Montréal. Tu assistes au lancement de Fear Factor Célébrité. Exactement, visionnement de presse. Et j'ai l'animateur de l'émission, Patrick Huard. Bonsoir. Bonsoir. Patrick, moi, je suis un fan de Fear Factor, donc j'ai vu plusieurs déclinaisons à travers le monde et je crois, en fait, non, je crois pas, je suis certain que tu es l'animateur le plus empathique. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir de l'empathie pour ces gens qui allaient vivre des défis extrêmes? Définitivement. Mais je pense que j'essaie toujours de trouver une twist. Tu sais, j'essaie toujours de trouver une twist. Puis je me suis dit, je pense que ce serait le fun si j'étais un espèce de sadique empathique. C'est-à-dire que je mets un tortionnaire, tu sais, empathique. Je mets le monde dans le trouble, mais après ça, je suis vraiment désolé pour eux autres. Mais c'est quand même moi qui les ai mis dans le trouble. Fait que je trouvais que ça amenait une twist différente. Puis comme les gens... Je me demande toujours c'est quoi l'histoire que nous, on va raconter qui va être différente. Puis comme nous, notre twist, c'est que c'est des célébrités qui viennent avec des gens, des proches. Je me disais, on va être dans la relation humaine de toute façon. Fait qu'aussi bien entrer dans cette affaire-là à fond. Puis je pense que ça donne une version différente. Et dis-moi, est-ce que toi, tu as essayé quelques défis
T'es-tu mis un peu à l'épreuve? J'en ai essayé quelques-uns. Vous allez voir, au cours de la série, je fais des présentations de début de show dans les situations des stunts. Il y en a que j'ai pas essayé. Un que toi t'as fait, qui selon moi est le plus tough de toute la saison. Une cage à requins descendue dans l'eau, vous êtes pris à l'intérieur. Il faut aller dévisser des écrous géants qui sont dans les jambes un de l'autre. Et pour aller respirer, c'était un petit trou dans du fibre, tu sais, dans un plexiglas transparent. Donc, tu sais pas il est où le trou. Moi, tous ceux qui ont fait ce stunt-là, j'étais comme plein d'admiration. Naturellement, tout le monde est bon, bien sûr. Tout le monde se met au défi. Tout ça est sécurisé. Mais y a-tu des moments où tu as fait « Hey, celui-là ou celle-là, on y arrivera pas? » Oui. Non, Oui. un ou deux. Ah, tu veux dire Ben, à un moment donné, Guy Jodoin, j'ai fait... ça va pas bien finir, là. Ma femme aussi s'est blessée. OK. Là, mon empathie était dans le tapis, je te dirais. Tu sais, t'as beau faire comme « Let's go, mon amour, tu sais, c'est correct. » Là, j'ai fait comme « Oh, tabarouette, je pense que ça a fessé. » Elle sautait d'un véhicule à l'autre à 50 pieds dans les airs. Puis vous allez le voir dans l'épisode, ça a fessé pas pire. Mais Guy, j'ai eu un moment où j'ai fait comme... Hey, ça serait vraiment plate que ça finisse avec une ambulance, mettons. Bon, ben alors, on va devoir regarder la saison. Merci beaucoup, Patrick. Ça commence le 5 juin sur Crave. Ratez pas ça. À demain, Marie-Christine. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Êtes-vous positif pour ce soir? Pas en super tout. Positif. Bon. Pas en tout. Non, mais sérieusement. Ça joue sur la glace. Sérieusement, le Canadien, dans les 2 derniers matchs, a été extrêmement difficile. 25 tirs au but en 2 matchs. Pas beaucoup. Un seul tir en 2 périodes de prolongation. Si le Canadien joue comme il a joué dans les 2 derniers matchs, en fait, si les Hurricanes jouent comme ils ont joué lors des 2 derniers matchs, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Non, Mais toi, Marie-Christine? Non, mais là, il faut garder espoir. Comme dirait Martin Saint-Louis, on n'est pas mort. Effectivement, et en plus, c'est l'anniversaire de Jakub Dobeš. Oui. Il a 25 ans, et là, il y a certaines personnes qui commencent à parler de numérologie. Est-ce que le Canadien est en route? Bon, tu vois? C'est ça. C'est ça. Est-ce que le Canadien est en route vers une 25e Coupe 25 tirs au but lors des 2 derniers matchs. Voilà. Tout est là. Est-ce que ce sera Vincent D'Anfos qui va amener le flambeau qui a porté le numéro 25 avec le Canadien? Il n'a pas voulu nous le dire. Cachetier. Toujours est-il que c'est vrai que le Canadien n'est pas mort. Et Martin Saint-Louis a hâte de voir la réaction de ses joueurs ce soir. On va l'écouter. C'est une opportunité, de voir de quoi qu'on est fait. Je l'ai dit hier, on est en arrière, mais on n'est pas mort. Let's go. C'est ça. C'est ça. Let's go. Let's go. Let's go. S'il y en a là, qui sont confiants pour ce soir, j'en suis certain. Tu vois, lui, là... Canadien en 4, ça se peut pas. Peut-être pas. Tassez-vous, monsieur, on est en direct. Oui, c'est en direct. Oui. Mais précisons aussi, Marie-Christine, que ces amateurs-là, ceux qui vont rentrer à l'intérieur du Centre Bell, vont voir la même formation du Canadien parce que Martin Saint-Louis ne devrait pas apporter de changement en vue du match de ce soir, à moins d'une surprise de dernière minute. Parce que le dicton le dit, tu ne changes pas une formule perdante. Mais il n'y a pas que le gardien, quand même, du Canadien qui retient l'attention. Bon, c'est un bon point que tu soulèves parce qu'effectivement, il y a une gardienne de but. C'est la gardienne de la victoire de Montréal, donc Anne-Renée Desbiens. Elle est en nomination, elle, pour le titre de joueuse par excellence dans la LPHF. Elle a vraiment été dominante au cours de la dernière saison. C'est elle qui a permis à la victoire d'accumuler autant de succès. Elle est en nomination avec... Oui, la muraille de Charlevoix. Elle est en nomination avec la gardienne du Fleet de Boston, de même que l'attaquante du Frost du Minnesota, Kelly Panek. Alors, Desbiens, donc, au cœur de cette première conquête de la Coupe Walter pour la victoire ce printemps. Elle a des records moyens de but alloués de 1,11 pendant la saison. Et son joueur préféré, évidemment, chez le Canadien, Mouraï Slavkovski. OK, oui. Suspension maintenant au baseball, pas un joueur, mais plutôt un chien. Bon, il y a cette tradition, on appelle ça le bat dog. Là. Donc, c'est le chien le ramasseur de bâton. Le ramasseur de batte, autrement dit, qui ramène le bâton. C'est au niveau 2A ici, mais le chien, en ramenant le bâton, a frappé un joueur de sa propre équipe. Le joueur qui était en beau fusil, si bien que présentement, la présence du chien lors du prochain match est réévaluée. On ne sait pas si on va le ramener sur le terrain. Et tu sais, Marie-Christine, que moi, j'ai un chien, une femelle qui s'appelle Tosca. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a chaud? Je sais pas. Elle boit. OK. Je pense que Yannick, dans la catégorie jeu de mots, là, je pense que ici se termine le dernier jeu de mots de la semaine. Bon, tu as aimé ma réaction? Ouf! OK. Hey, bon match, les gars. OK. À demain. Aussi. Ciao, ciao. Allez. Capable.
York Times qui a fait découvrir Angine de poitrine à des enfants. Et disons que c'est pas le nouveau groupe préféré des moins de 10 ans. Le critique musical du journal a fait écouter le duo québécois donc à ce groupe d'enfants. Je vous invite tout de suite à écouter les réactions. Total nonsense. I didn't really like it. Kind of boring and no meaning. The music was kind of all over the place, but I think I could kind of appreciate that because it must have taken time to put that all together. It was creative, just not good. C'est créatif, Michel, mais c'est pas bon. Les enfants qui le disent. C'est toujours adorable. Oui. Bien sûr, vous allez garder un œil sur ce qui se passe au Centre Bell, aux alentours, sur la glace, partout. Mais également, au débat de 22h30, il sera question de propos homophobes reçus par les politiciens. Le chef libéral Charles Millière qui a dénoncé les propos qu'il a reçus récemment, le maire de Saint-Jérôme également. Éric Duhem, de son côté, dit qu'il faut éviter ça, c'est de donner l'importance à des propos. Et lui, il prône plus la liberté d'expression. Les politiciens doivent-ils dénoncer les propos homophobes qu'ils reçoivent? C'est la question du débat de ce soir. On fait ça à 22h30. Merci, Michel. Bonne soirée, bon match. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.